Donc, mes chers collègues, nous poursuivons notre série d'auditions avec celle de Marie-Françoise Lecaillon, ancienne préfète du Gard, du 8 mars 2021 au 20 août 2023. Madame la préfète, avant de vous passer la parole, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Madame la préfète. Et également, je dois vous demander si vous aurez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Aucun, Monsieur le Président. Merci. Donc, je rappelle rapidement pour nos internautes, puisque permet de rappeler que cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Donc, on poursuit dans cette série d'auditions visant à mettre à la lumière l'action des autorités à l'échelle locale en ce qui concerne les exploitants d'eau minérale naturelle. En tant que préfète du Gard, vous avez suivi les difficultés rencontrées par Nestlé Water sur le site de Vergèze, avec plusieurs épisodes de contamination bactériologique, puis le début de la mise en place du plan de transformation destiné à mettre fin à l'usage illicite des UV et des filtres à charbon. Quel a été le rôle de la préfecture sous votre autorité dans le suivi de ce dossier? Comment avez-vous exercé votre rôle de contrôle des eaux embouteillées sur le site? À quelle date vos services ont-ils eu connaissance de traitements non autorisés sur les eaux de Perrier? Les services de l'ARS vous ont-ils immédiatement informé? Quelle a été votre réaction? Quelles ont été vos interactions avec les autres services de l'État concernés au niveau central, avec les cabinets ministériels, de l'économie, de l'industrie ou de la santé, ou encore de la Direction générale de la santé ou de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et au niveau local avec l'ARS? Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Voici quelques thèmes cruciaux sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Donc, nous vous proposons, Madame la préfète, de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez vos propos préliminaires en 15-20 minutes. Puis, Monsieur le rapporteur vous posera des questions. Et puis également nos collègues présents, s'ils le souhaitent, sachant que nous devrons terminer pour 14h45, 14h50 au maximum, compte tenu que nous avons les questions d'actualité au gouvernement. Donc, Madame la préfète, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs membres de la Commission. Donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai pris mes fonctions dans le Gard le 8 mars 2021. Je les ai quittées officiellement le 20 août 2023 au soir et dans les faits le 6 août. À compter de cette date, j'ai été rattachée administrativement au secrétariat général du ministère de l'Intérieur jusqu'au 1er mars 2024, date à laquelle j'ai été admise à faire valoir mes droits à la retraite, et je le précise, sur ma demande. Il s'est donc écoulé 18 mois depuis ma cessation de fonction, et pour ne rien vous cacher, j'ai très rapidement tourné la page de ma vie professionnelle pour passer à autre chose. De ce fait, si je n'ai pas évidemment oublié certains événements ou certains dossiers, je n'en ai pas forcément conservé en mémoire tous les détails. C'est le cas du dossier Perrier que j'ai eu à connaître. Pour préparer cette audition, je me suis donc rapprochée des services de la préfecture du Gard, de la Direction générale de l'ARS d'Occitanie, pour récupérer des éléments du dossier portant sur ma période d'exercice. J'ai également pris connaissance des différents articles de presse parus depuis le début de l'année 2024 et j'ai enfin visionné les enregistrements de toutes les auditions qui m'apparaissaient utiles. C'est donc à partir de ce travail que j'ai pu, au moins partiellement, me réapproprier ce dossier.
Je vous présente donc par avance toutes mes excuses pour les imprécisions qui ne manqueront pas d'émailler ce propos ou qui, éventuellement, émailleront mes réponses à vos questions. Au moment de ma prise de fonction dans le Gard, ma vision immédiate de Perrier est celle d'une entreprise connue mondialement qui emploie environ 1000 salariés en emploi direct sur le site de Vergès. Jusqu'au moment où a émergé la question de l'utilisation contraire à la réglementation des traitements et de la microfiltration, c'est-à-dire pour ce qui me concerne, plutôt début novembre 2022, j'ai eu à connaître 2 types de problèmes concernant Perrier. Le premier, c'est celui de la problématique des volumes prélevés. Je ne développerai pas cet aspect dans la mesure où les questions que vous m'avez adressées n'y font pas référence et que vous avez auditionné les élus, les responsables de l'EPTB et M. Ferrat, le directeur départemental des territoires et de la mer. Mais cette question est importante puisque, à moyen et long terme, et pour le maintien de l'activité de production sur le site de Vergès, ce sujet est fondamental compte tenu, vous le savez bien, des évolutions climatiques annoncées et notamment des épisodes de sécheresse qui touchent régulièrement le Gard et qui avaient touché ce département à l'été 2021 et qui s'est reproduit ensuite. Mon courrier du 28 juillet 2023, sur lesquels bien évidemment je reviendrai, comprend une partie qui concerne la poursuite de l'acquisition des connaissances sur l'hydrosystème Perrier pour ajuster, comme je l'ai indiqué, les prélèvements de l'installation aux conditions de recharge de la nappe de façon à assurer une gestion durable. Le deuxième sujet sur lequel j'ai eu effectivement à connaître, ce sont des problèmes de contamination bactériologique. Dans une note non datée, je n'ai pas retrouvé la date, mais qui est de toute façon assez proche de la tenue d'un CODERST en date du 25 janvier 2022 qui visait à modifier l'autorisation d'exploiter de l'eau de source Perrier pour le conditionnement. Donc cette note qui m'était adressée indique que l'usine de production et de conditionnement d'eau Perrier doit faire face depuis la fin de l'année 2020 à des contaminations bactériologiques de l'eau minérale par des germes revivifiables à 36 degrés et 22 degrés en différents points de son réseau sans qu'une contamination de forage ait été mise en cause. La précision m'était alors apportée que ces contaminations observées n'étaient pas persistantes et les produits initialement non conformes étaient exempts de germes lorsqu'ils étaient de nouveau analysés 48 heures après l'embouteillage. La direction générale, me dit la note, de la santé avait été alors consultée pour savoir si ces contaminations pouvaient mettre en cause les autorisations délivrées au titre de la réglementation européenne permettant d'exporter l'eau minérale Perrier en tant qu'eau minérale naturelle. Il avait été répondu par la négative. L'une des pistes qui avait été retenue par l'exploitant pour lutter contre ces contaminations avait été la rationalisation du réseau de distribution de l'eau et elle s'était concrétisée par une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle ligne d'embouteillage. Et dans le même temps, une modification du process de production de l'eau minérale sans toucher aux modalités d'alimentation en eau des lignes d'embouteillage entre le pont où le mélange Perrier est constitué, le point d'entrée de chacune de ces 13 lignes. Et je signerai l'arrêté, enfin moi-même ou par délégation, le 1er mars 2022. Donc pour répondre à une des questions du questionnaire, donc effectivement, j'ai été informée à cette date qu'il y avait eu des contaminations antérieures, mais qui étaient antérieures à mon arrivée. Le 30 août 2022, nous sommes informés par mail de la DTARS de la non-conformité de 2 lots de produits finis, canettes et bouteilles en verre, produits le 16 août. Ce mail a été confirmé par une note du 1er septembre 2022. Les lots ont été bloqués et de nouvelles analyses programmées qui, in fine, aboutiront à la destruction des lots des lignes 29 et 15, de la demande que j'avais faite à l'entreprise de savoir quelles étaient les mesures prises pour définir et maîtriser les risques sanitaires, un point de situation sur les travaux, ceux que j'ai évoqués précédemment, et une transmission hebdomadaire des résultats d'autosurveillance.
L'ARS m'avait également proposé de renforcer le contrôle sanitaire sur les produits finis. Puis, le 14 novembre 2022, nous avons eu un nouveau signalement de non-conformité relevé à l'occasion de la mise en service de la ligne 15 et je demandais, sur proposition de l'ARS, la destruction des lots conditionnés ce 26 octobre. Donc ça, c'était effectivement les 2 points dont j'ai eu connaissance à ce moment-là. Puis, ce qui est le cœur de votre commission d'enquête, j'ai eu à connaître effectivement de la question du traitement illicite de l'eau minérale naturelle. Pour aborder cette question, et compte tenu de ce que j'ai dit en propos liminaire, même si j'ai conscience que ça peut être assez fastidieux, j'ai choisi de vous présenter les différents éléments suivant un ordre chronologique. Alors vraisemblablement, honnêtement, je n'ai pas retrouvé la date, donc fin octobre ou début novembre 2022, je suis associée à une réunion en visioconférence avec la directrice de cabinet de la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. L'objet, mais honnêtement, je ne suis pas en capacité d'apporter plus de précision, mais la lecture des différents éléments de dossier à laquelle j'ai procédé ensuite m'amène à penser qu'il s'agit effectivement, pour moi, d'une première information sur ce que les ministères, au moins les 2 cabinets santé, enfin, je le fais bref, et industrie, connaissaient quand même depuis un certain temps. Pardon, juste pour une précision, le ministère de l'Industrie était-il présent à cette visio où il n'y avait que Madame Joquet? Je ne m'en rappelle plus. D'accord. Ce que vous savez, je sais que le directeur général de l'ARS y était, le nôtre, d'Occitanie. Alors j'ai retrouvé, puisque on a quand même un petit peu échangé, puis j'essayais de reconstituer un peu cette réunion. Donc ça, je suis sûre que j'y ai participé, ça je m'en souviens très bien. Je n'ai pas forcément beaucoup de souvenirs, mais celle-là, je m'en souviens. Et d'avoir dit que moi, la seule connaissance que j'avais sur le fonctionnement de l'usine Perrier, c'est les 2 points que j'ai rappelé précédemment. Alors, je ne suis pas en capacité de vous dire s'il y avait le ministère de l'Industrie. Merci. Alors, confirmation de ces réunions, puisque, effectivement, par mail du 7 novembre 2022, le directeur général de l'ARS m'informe que, suite à la réunion avec la directrice de cabinet de la ministre déléguée donc en charge de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, il a rencontré les représentants de Nestlé Waters le 3 novembre 2022. De mémoire, je crois que j'ai dû vous transmettre une copie de ce mail. Il me précise que cette réunion s'inscrivait entre 2 réunions avec les cabinets des ministres de la Santé et de l'Industrie. Il est indiqué que dans le cadre de la mission IGAS, vous parlez bien de Didier Jaffre quand vous dites... D'accord, c'est par rapport à nos questions. Oui, c'est Didier Jaffre. Quand je dis directeur général de l'ARS, c'est bien d'Occitanie et c'est Didier Jaffre. J'ai connu un peu son prédécesseur. Monsieur Ricordo, qu'on a auditionné hier. Voilà. Mais j'ai surtout travaillé avec Didier Merci Jaffre. Beaucoup. Donc il est indiqué que dans le cadre de la mission IGAS, Nestlé Waters a répondu à un questionnaire sur le site de Vergès. Et il est précisé que Nestlé Waters s'engage à retirer à moyen terme les barrières de protection comme les UV, le charbon actif. Un déplacement sur le site du directeur général de l'ARS Occitanie, donc M. Jaffre, est convenu. Et il est à noter que dans un mail du 4 novembre adressé à M. Jaffre, M. Nicolas Bouvier, donc du cabinet Brunswick, indique que le plan de transformation a été présenté aux autorités nationales à l'été. C'est pour ça que j'ai pu reconstituer un peu le fil. Par mail du 12 décembre 2022, le directeur général de l'ARS, donc M. Jaffre, m'informe et me transmet le mail qu'il a adressé pour rendre compte de sa visite à la directrice de cabinet, donc de la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Il lui adresse le compte-rendu de la réunion et il confirme, donc c'est ce qu'il a expliqué dans son audition, l'utilisation de traitements interdits et indique effectivement que cette utilisation peut relever d'une infraction de disposition de l'arrêté ministériel de 2007 relatif au traitement. Il mentionne
Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin moi j'ai pas souvenir y avoir fait attention, mais bon c'est certainement une erreur de ma part. La question de la problématique de l'étiquetage de ces eaux minérales naturelles et du possible non-respect des dispositions du Code de la consommation. Dans ce même mail, le directeur général de l'ARS demande un positionnement national sur la microfiltration à 0,2 microns sur l'eau minérale. Et s'agissant des traitements par UV et charbon actif, il propose 2 options, ou un retrait immédiat, ou une dérogation pour une période transitoire. Le directeur général de l'ARS, dans ce même message, dit être favorable aux 2 dispositifs au titre de la seule sécurité sanitaire. La position nationale est formalisée par le compte-rendu de la concertation interministérielle dématérialisée du 23 février 2023, qui m'est adressée le 24 février 2023 par Nicolas Chantraine, alors directeur adjoint du cabinet du ministre en charge de l'industrie. De ce bleu, je retiens 2 choses. Il est relativement court. Le premier, c'est la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de microfiltration inférieure à 0,8 microns et le fait que, entre guillemets, j'ouvre les guillemets et je cite le bleu, le cabinet de la Première ministre demande à la préfète du Gard et au directeur général de l'ARS Occitanie de prendre en compte l'autorisation de microfiltration et de définir une démarche d'accompagnement et de contrôle de la qualité de l'eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation prévu par l'industriel. Cette démarche était initiée d'ailleurs, puisqu'on avait une très courte, au moins la direction de l'ARS de mémoire avait une très courte présentation. Nous avons échangé par mail avec le directeur général de l'ARS le 24 février, notamment sur une proposition d'organiser, parce qu'ils étaient demandeurs, une réunion avec Nestlé Waters. Précision... Pardon, l'ARS était demandeur, vous disiez ? Non, c'est Nestlé Waters qui était demandeur, mais dans le cadre de la démarche d'accompagnement que nous demandait le cabinet du Premier ministre au travers de ce bleu, on a considéré qu'il était quand même important de les rencontrer. Alors, la réunion était un petit peu difficile à fixer, mais nous y sommes arrivés. Dans un premier temps, elle était fixée au 22 mars, puis reportée. Ensuite, elle a eu lieu le 28 mars. Donc, tout à fait honnêtement, j'ai retrouvé quelques notes que j'avais prises. Je n'ai pas retrouvé trace d'un compte-rendu formalisé, donc je ne suis pas certaine qu'il y en ait eu un. Ce qui est sûr, puisque j'ai les diaporamas, alors vous me pardonnerez, je ne vous les ai pas transmis, parce que ça me demande un gros travail, mais si vous les voulez, je peux demander à la préfecture de vous les transmettre. C'est en fait la présentation du plan de transformation. Alors je voudrais dire, je crois que j'y reviens un peu plus loin, mais je vais le dire maintenant, ça a été un petit peu difficile. Excusez-moi, ça ne sera pas la peine, nous avons déjà le document dans la préfète. Voilà. Bon, je me suis dit aussi que vous en aviez déjà pas mal. Hein. Parce que maintenant, je fais de l'artisanat avec les scans et tout. Donc, oui, je veux dire que ça a été... Donc, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai rendu compte de la visio avec la conseillère qui s'appelait Mathilde Bouchardon au cabinet du ministre de l'Industrie. Donc, ce qui est intéressant à noter, peut-être, au titre de l'organisation du travail de l'État, c'est que le directeur général de l'ARS était plutôt dans la tuyauterie santé, si je puis m'exprimer ainsi, et que moi, j'étais plutôt dans la tuyauterie industrie. Et en fait, on a fait aussi à notre niveau de la coordination interministérielle. Donc, on a vraiment, je leur dirai tout à l'heure parce que c'est important, on a vraiment travaillé ensemble d'une façon tout à fait concertée. Donc, j'ai rendu compte à la conseillère du cabinet du ministère de l'Industrie le 30 mars. Et donc, j'ai transféré mon mail au directeur général de l'ARS. J'ai demandé, je lui ai indiqué que j'avais demandé à Nestlé Waters qu'on ait une vraie communication d'un vrai plan de transformation, parce que honnêtement, à l'époque, on devait avoir un diaporama qui devait faire 4 pages. Donc, on l'obtiendra, ce document, le 27 avril 2023. Donc, quand on s'interroge, je le redirai tout à l'heure en conclusion, sur les délais, je mets de côté les délais de procédure. On a aussi des délais qui sont du fait de l'exploitant. Je pense que c'est important. Alors, quand on relit les choses, on se dit que vraisemblablement, il avait certainement quelques raisons de gagner du temps.
Mais je le dis, à certains moments, c'était parfois, je ne vais pas dire qu'on avait l'impression qu'il y avait de l'obstruction, parce que de toute façon, tant que le dossier n'était pas déposé, on ne pouvait pas l'instruire. Mais vous voyez, ça fait quand même, entre 30 mars et 27 avril, ça fait quand même un petit délai. L'échange qu'on a eu, mais je crois que je vous ai transmis le mail que je lui ai adressé, c'est qu'elle avait compris que Nestlé respectait déjà la norme de filtration définie par le bleu. Et je lui ai dit que moi, ce n'était pas l'impression que j'avais eue, mais je pense que j'avais mal interprété, puis après j'ai retrouvé d'autres données. Et je lui ai quand même reposé la question de la période transitoire. Elle m'a indiqué qu'elle avait reçu un mail de la présidente de Nestlé Waters demandant un rendez-vous en urgence. Donc moi, je veux dire que pour la partie qui me concerne, on a eu des relations assez fluides avec le cabinet du ministre de l'Industrie, même si ce n'était pas évidemment au quotidien. La direction territoriale de l'ARS a eu une présentation détaillée du plan de transformation le 2 juin 2023. Donc là, il y a effectivement un compte-rendu de réunion. On a eu une poursuite des réunions techniques, donc une le 26 juin avec un compte-rendu qui m'a été adressé par mail le 28 juin. Et c'est de mémoire, parce que je l'ai relu, dans ce compte-rendu qui était indiqué que Nestlé Waters avait rendez-vous le 29 juin avec la DGCCRF. Était joint à la note qui m'avait été préparée la proposition de lettre qui effectivement me parviendra et qui est datée du 28 avril de Nestlé Waters et l'annonce de la programmation de l'ARS d'analyse très complète de l'eau brute captée sur des forages. Donc j'ai reçu ce courrier de Nestlé Waters le 28 juin 2023 qui demandait l'autorisation de retrait des barrières de protection avec réalisation d'un délai de 15 jours, une demande de réunion pour valider le calendrier et l'indication du contexte économique qu'il rencontrait et du marché tendu. J'ai présidé, alors je pense que c'était en visioconférence, une réunion à la préfecture du Gard qui a conclu effectivement à la nécessité qu'il fallait revoir l'ensemble des autorisations préfectorales parce qu'on était vraiment sur un changement par rapport à l'arrêté modifié de 2019, enfin qui avait déjà été modifié. Et j'ai eu une note effectivement précise de l'ARS qui me proposait un projet de lettre que j'ai signé le 28 juillet et qui reprenait un certain nombre de choses liées au traitement, la reprise des engagements de Nestlé Waters, la demande de dépôt des dossiers pour faire évoluer les arrêtés préfectoraux. Il me posait un point, donc j'ai répondu, mais je ne me suis pas attardée dans l'étude de dossier que j'ai refaite, un point sur les certificats d'exportation. Et comme je vous l'ai indiqué, j'ai réintroduit ce qu'on attendait d'eux au titre de la connaissance de l'hydrosystème, puisque les deux sont quand même liés, puisqu'on avait vraiment un changement important. Voilà, si vous voulez, très rapidement, la reconstitution que j'ai faite du déroulé. Alors juste, peut-être en conclusion, quelques points que je peux aussi me permettre, puisque ma situation actuelle me le permet. Hein, donc, alors, tout d'abord... Vous avez toujours été une préfète et une femme libre, madame préfète. Je vous ai connue, vous avez toujours une parole libre, je me rappelle. Oui, mais là, j'en aurais pas de conséquences, monsieur le sénateur. Même si j'ai pas eu de conséquences, puisque c'est moi qui ai... Mais voilà, il y a des situations où on est... Voilà, c'est un peu... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais maintenant, là, oui, je peux... Alors, parce que je sais que enfin, de ce que j'ai perçu, c'est une des questions de la commission. Moi, je veux dire qu'au niveau déconcentré de l'État, on travaille très bien avec tous les services de l'État, quel que soit leur statut. Je le dis. Alors, la particularité, c'est que sur l'eau, et M. Jaff l'a très bien expliqué, c'est une compétence préfet-département et que les services sont mis à disposition. Je vais juste rappeler, faire un petit peu d'archéologie administrative. Au moment de la REAT, la question s'était posée de savoir si les ingénieurs sanitaires allaient intégrer les DDPP ou rester dans ce qui allait devenir les ARS. Et en fait, le choix avait été fait de les laisser dans les ARS. Et que les services de l'État travaillent très bien entre eux. Moi, les comptes rendus de réunions que j'ai vus sur ces sujets-là, les réunions techniques, il y avait d'autres services de l'État qui étaient associés et qui étaient interrogés. Donc je crois que c'est vraiment important de le dire, puisque... bonjour.
puisque sur ces sujets, j'ai envie de dire, on n'avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette entre les positions des uns et des autres. On a beaucoup échangé avec M. Jaffre, et je veux vraiment redire que j'ai travaillé en toute confiance avec lui. Et de toute façon, on est obligé de travailler comme ça, parce qu'on n'a pas les moyens dans les préfectures d'avoir des personnes qui suivent tous les dossiers. Donc en fait, la façon de s'en sortir, c'est d'avoir la confiance. Après, il ne faut pas que la confiance soit trahie, mais ça n'a jamais été le cas. Donc on a toujours échangé et on a toujours partagé. S'agissant de mes décisions ou non-décisions, comme ça a été dit, on a découvert le dossier parce que Nestlé Waters l'a indiqué. Donc à la relecture et après avoir écouté notamment les 2 directrices générales de l'ARS Grand Est et de ma collègue. Ah non, mais j'ai... Vous avez regardé beaucoup d'auditions, madame. J'ai regardé pratiquement tout. C'est ça le charme d'être à la retraite. Ah ben on a le temps. Hein, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Hein. Mais c'était important parce que, comme vous interrogez sur pourquoi est-ce que dans le Gard on a fait ça et qu'on n'a pas fait comme les Vosges, etc., je pense que la grande différence, c'est que la découverte du sujet a commencé dans les Vosges beaucoup plus tôt. C'est comme ça que moi je l'ai analysé, alors peut-être que je me trompe, hein. Et que du coup, nous, on est arrivés parce que Nestlé Waters l'avait dénoncé. C'est mon interprétation, peut-être qu'elle est fausse. Hein. Mais ça m'avait du coup redonné l'occasion d'échanger avec ma collègue préfète des Vosges, que j'avais connue quand elle était préfète de l'Aveyron. Ça crée des liens d'être dans les mêmes régions. Voilà, donc pour ce qui me concerne moi, le sujet, je l'ai découvert début novembre, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il ressort quand même de toutes les pièces de dossier que les cabinets ministériels et directions d'administration centrale étaient informés depuis bien plus longtemps que nous. Et moi, je regrette vraiment, mais bon, voilà, c'est... Honnêtement, moi, j'ai jamais été en contact avec la Direction générale de la santé. J'ai jamais été en contact avec la DGCCRF. D'ailleurs, dans son audition, je suis même pas sûre qu'elle ait prononcé une fois le mot préfet. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que je pense que si elle avait réinsister auprès de nous sur ce côté à regarder, peut-être qu'on l'aurait effectivement intégré dans nos réflexions. Honnêtement, l'intégration qu'on a faite, c'est vraiment les sujets de sécurité sanitaire. C'est vraiment l'angle d'attaque qu'on a eu. Donc voilà, donc je pense que c'est un petit peu dommage, mais enfin c'est comme ça. Je redis aussi que le bleu, puisque j'ai voulu le reciter, moi, je l'ai traduit comme ça, nous inviter à accompagner l'entreprise dans son plan de transformation. Et dans ma réflexion, je vais le dire très sincèrement, je ne pouvais pas occulter le fait que Perrier, à Vergès, c'est 1000 emplois directs. Je dis direct parce qu'en indirect, c'est beaucoup plus. Et dans un département, parce que j'ai quand même essayé de retrouver les choses, où le taux de chômage du département avoisinait les 10%, alors qu'au niveau national, il était à 7,2%. Donc je le dis, en plus sur un bassin d'emploi, alors le taux de chômage sur le bassin d'emploi de Vergès était un petit peu plus bas, je crois qu'il était un petit peu inférieur à 10%, mais voilà, une grande entreprise comme ça, alors après, je veux dire, on n'est pas naïf aussi, hein, entre guillemets, le chantage à l'emploi, ça existe. Mais 1000 emplois quand même, et ça, on ne peut pas le retirer de nos réflexions à partir du moment où, je le redis, pour moi, il n'y avait pas de danger sanitaire pour la population. Et donc, je le dis aussi très clairement, personnellement, sauf si on était vraiment confronté à un risque sanitaire, et là, honnêtement, j'aurais arrêté l'exploitation, il n'y a pas de sujet, d'initiative dans la situation actuelle, sans instruction écrite ministérielle, je n'aurais pas pris le risque d'arrêter l'exploitation, même si la moitié de l'exploitation était destinée à l'exportation aux États-Unis. Donc je le dis clairement, alors je ne veux pas dire qu'on s'est posé, mais honnêtement, dans les discussions qu'on a eues avec le directeur général de l'ARS, cette question, elle était pour nous assez claire. On n'aurait pris aucun risque sanitaire à partir du moment où on n'avait pas. Voilà. Alors peut-être qu'on n'avait pas, enfin moi que je n'avais pas, je vais le prendre pour moi, assez conscience de
toute cette tromperie au consommateur qui effectivement constitue un délit. Voilà. Mais je vous donne une des clés, parce que ça, je m'en souviens très bien, c'était une de mes approches. Avec le recul aujourd'hui, je pense que si je devais revivre ma vie, là, je pense que ce que je ferais, et d'ailleurs, je l'ai lu après sur le compte-rendu de la commission d'information, du coup, je pense qu'après le bleu de Matignon, j'aurais dû faire une mise en demeure de l'entreprise de cesser l'utilisation des UV et des charbons actifs. Pourquoi ? Du coup, c'est une façon de répondre à vos questions concernant pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un article 40. Je pense que du coup, on se serait donné des possibilités juridiques de le faire, parce qu'en mettant en demeure l'entreprise, c'est ce qu'on fait très couramment pour les ICPE, alors j'allais dire un peu plus classique que celle-là, lorsqu'il y a des non-conformités qui sont révélées à partir des visites des inspecteurs des installations classées. Donc on aurait dû mettre en demeure, vérifier que ça avait été fait, et si ça n'avait pas été fait, à ce moment-là, se serait peut-être posé la question de la saisine du procureur de la République. Donc je pense que, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est celle-là. J'aurais dû mettre en demeure l'entreprise à partir du moment où on peut lire, j'allais dire en creux par rapport au bleu de Matignon, que si les microfiltrations étaient tolérées, c'est autorisé, on pouvait autoriser par arrêté préfectoral, etc. Du coup, en creux, ça voulait dire que les deux autres méthodes de traitement étaient interdites. Et ça, on aurait dû le faire. Donc ça, moi, je le prends sur moi. Moi, je n'y ai pas pensé. Et puis, c'était mon rôle de le faire. Concernant les délais, les révisions de ce type d'arrêtés préfectoraux, c'est très long parce que d'abord, il faut que le porteur de projet dépose un dossier qui soit bon. Donc il y a quand même toujours une première, j'allais dire, pré-instruction dans le cadre de ce qu'on demande au service de l'État, c'est-à-dire d'accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, dans l'évolution de leur projet. Et puis ensuite, vous avez des passages obligés en CODERS, etc., des avis à demander. En élargissant un peu mon analyse, ce dossier est quand même révélateur de la complexité des réglementations qui parfois se contredisent. On a une réglementation au minéral naturel que j'entends, on a des réglementations sur la sécurité sanitaire. Et on ne peut pas ne pas s'interroger, je le dis, puisque la question des contrôles est d'une façon récurrente, et alors là c'est là où je prends ma casquette de retraité, sur les moyens de l'État territorial pour réaliser ces contrôles ou pour les analyser. Quand je dis ça, je ne mets pas du tout en cause la compétence des ingénieurs et des services de l'État. Je dis, parce que je crois de mémoire, M. Jaffre, dans son audition, a dit que pour la région Occitanie, alors je crois que dans le Gard, on devait avoir peut-être deux ingénieurs. Lui, au niveau régional, il en a 9 de mémoire, pour 13 départements, avec des problématiques d'eau qui reprennent tout l'éventail de la problématique d'eau. Quand on demande à des entreprises d'envoyer de façon hebdomadaire leurs données, il faut être capable de les lire, de les interpréter. Et après, moi, la seule question que je dis, oui, on a mis des moyens renforcés du contrôle de Perrier, quels sont les autres contrôles qui, du coup, ont dû être différés? C'est là où moi, je peux le dire et je peux poser la question. Donc, les interrogations récurrentes sur les moyens mis à disposition de l'État déconcentré, je sais que c'est un questionnement qui est permanent du Sénat, puisque vous représentez notamment les collectivités locales, et c'est un vrai sujet pour les collectivités locales. Et je partage aussi l'idée, alors je crois que c'est vous qui aviez posé la question à ma collègue des Vosges, mais je crois que c'est que lorsque il y a des sujets qui sont communs à plusieurs préfets, oui, ça peut être utile, un petit peu régulièrement, de les réunir, à la fois pour essayer d'avoir une certaine cohésion, même si ce sont des pouvoirs propres, mais d'avoir une certaine stratégie commune de contrôle ou d'autres. Voilà, moi, je pense que ça aurait vraiment du sens. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, les sénatrices et sénateurs, ce que je pouvais vous dire d'une façon, encore une fois, très imparfaite, mais 18 mois, c'est à la fois très long et c'est très court en même temps.
Merci beaucoup, Madame la Préfète. J'allais dire, vous avez fait pour moi une fois de plus la démonstration de votre franc-parler. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et je me joins à vos remerciements parce qu'en effet, vous nous avez dit votre part de vérité, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, avec beaucoup de détails. Et donc, évidemment, c'est très utile à cette commission, même si j'ai quelques questions complémentaires. Pour vous dire aussi que si vous avez des imprécisions, comme vous nous l'avez signalé, possibles sur nos questions, il vous est possible de nous répondre par écrit après vérification sur un certain nombre de sujets. Et donc, voilà, j'entends que le temps passe et que cela peut avoir quelques conséquences. Peut-être vous poser une première question, parce que vous l'avez mentionné vous-même au début, pour évacuer ce point-là. Vous nous avez précisé que c'est à votre demande qu'il a été mis fin à vos fonctions. Est-ce que cela avait un lien de près ou de loin avec la question qui nous occupe aujourd'hui? Aucun lien. Je vous remercie pour cette première réponse. Je peux confirmer, Monsieur le rapporteur. D'accord, très bien, très bien. Peut-être revenir en effet sur un premier point qui est celui, alors moi je trouve qu'on appelle ça avec beaucoup de pudeur la période transitoire, mais qui est donc cette période pendant laquelle vos services, les services de l'ARS, vous êtes informés et au courant qu'une fraude aux consommateurs a cours, puisque vous êtes informés de l'existence de traitements illégaux qui sont des traitements pratiqués sur l'eau du robinet et qui sont donc contraires à la réglementation sur les eaux minérales naturelles. J'aimerais juste que vous nous expliquiez un peu plus en détail, parce que évidemment c'était une introduction, vous êtes passé sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes quand même posé la question de l'article 40 et est-ce que vous avez eu cette discussion avec vos services, avec M. Jaff? Vous avez ensuite eu l'information, je ne sais pas à quel moment, donc peut-être que ça vous pouvez nous le rappeler, de l'article 40 déposé dans le Grand Est. Donc, si vous avez eu cette information et à quel moment vous l'avez eue. Voilà, parce que l'article 40, il est quand même d'une portée générale, j'ai envie de dire. Il a cet avantage de cette simplicité. On est au courant d'une fraude, on la rapporte au procureur de la République. Donc je voulais avoir votre regard sur ce point-là. Alors oui, les articles 40, j'en ai fait un certain nombre hein, dans ma carrière sur des sujets parfois enfin, je ne vais pas dire plus complexe parce que celui-là est très complexe, mais encore une fois, je le redis, où on avait vraiment des sujets de fraude qui étaient notamment des fraudes à l'environnement avec des décharges sauvages organisées, j'allais dire, enfin bref, communs, où on avait travaillé avec je crois qu'à l'époque, c'était le parquet de Marseille qui suivait ça. Alors honnêtement, moi je n'ai pas souvenir, mais là je pense que c'est moi qui m'en souviens pas, hein, avoir abordé ce sujet. Moi ce que je regrette, mais je le dis, sur ce sujet de fraude et par rapport aux consommateurs, alors j'ai redécouvert en relisant bien la note que m'avait faite M. Jaffre après sa visite du 29, il l'a mentionné. Alors, je ne sais plus, c'est tout en haut d'une page, donc j'ai revu, et donc je l'ai redécouvert, puisqu'évidemment, après avoir entendu toutes les auditions, j'étais un peu plus ouverte à ces questions. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. D'abord, je pense que si on reprend le calendrier, moi, le sujet, je l'ai découvert en novembre 2022. Bon. De ce que j'ai lu, après je ne sais pas si c'est de ce que j'ai lu, de ce que j'ai retracé au travers des différents mails, les administrations centrales au sens très large du terme étaient quand même informées depuis l'été 2021, qu'il y avait quand même une mission de l'IGAS qui a été diligentée et qu'en fait c'est parce qu'il y a eu aussi cette réponse de Perrier, enfin ça moi je l'ai lu récemment, hein, à ces questionnaires de l'IGAS sur le site de Vergès, que c'est enclenché pour le site du Gard le sujet de cette fraude sur le site. Donc par rapport à votre question, par rapport aux Vosges, alors est-ce que j'en ai discuté? Alors j'ai eu ma collègue, hein, elle l'a dit et je confirme, hein, on s'est appelé au téléphone.
Je pense que les discussions ont plutôt de mémoire porté, mais encore une fois, je n'ai pas pris forcément beaucoup de notes, plus porté sur comment ils faisaient avec Nestlé Waters. C'est-à-dire plus sur la façon de gérer le sujet. Donc eux, ils avaient déjà des annonces de mémoire de plan social. Nous, ce n'était pas le cas. Et ce qui a aussi alimenté ma réflexion, de dire tant qu'on n'est pas sur un risque sanitaire avéré, je ne prendrai pas le risque de faire fermer la Perrier. Donc, je n'ai pas de souvenir précis d'avoir évoqué cette question de l'article 40. C'est certainement vrai, mais comme je l'ai dit, après 18 mois, il y a un certain nombre de choses qu'on oublie. Je pense que l'erreur, et je le redis que j'ai faite, c'est que j'aurais dû, puisque l'officialisation j'allais dire de l'autorisation ou de la non-interdiction de la microfiltration, c'est le bleu de Matignon, j'aurais dû en déduire que les autres traitements étaient interdits, et là j'aurais dû mettre en demeure Nestlé Waters de le faire cesser sur le site. Par rapport à la période transitoire, c'est ça, et je rappelle quand même que et le directeur général de l'ARS et moi-même, beaucoup plus tard, avions interrogé nos deux ministères, donc Industrie et Santé, pour le faire bref, sur sa question de période transitoire. Mais quand on n'a pas de réponse, à un moment, il faut qu'on prenne ses responsabilités, et je pense que j'aurais dû les prendre à ce moment-là. J'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais oui, alors juste pour bien comprendre, parce qu'en fait... Faut peut-être que... Pardon, c'était vous. C'était vous. Non, juste pour bien comprendre, parce que vous disiez j'aurais dû déduire que... Mais en novembre 2022, vous êtes au courant que ces traitements sont illégaux ou pas? Parce qu'en fait, vous dites, je le redéduis du bleu de Matignon. Oui, vous êtes au courant de cette illégalité à partir de novembre 2022. Parce qu'en règle générale, quand les services me faisaient une note, je la lisais. D'accord. Donc, comme c'était mentionné, je dirais, et la note était bien détaillée. Hein. D'accord. Simplement, peut-être qu'à ce moment-là, dans les échanges qu'on a eus avec le directeur général de l'ARS Occitanie à la mi-décembre, quand il a envoyé son message à la directrice de cabinet de santé, enfin santé, ministère et délégué, il posait la question de la période transitoire en disant il y a deux options, soit on arrête l'exploitation, soit effectivement on a une période transitoire. Et je crois même qu'il vous l'a dit, on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, après oui, j'aurais dû m'en inquiéter. Et puis après, honnêtement, l'avis de la préfète du Gard fait que vous avez un dossier à un moment donné, vous en avez un autre, vous en avez un autre, vous en avez un autre. Et si les services derrière, ce qu'ils ont d'ailleurs très bien fait au niveau de la DTARS, ne reviennent pas vers vous pour un peu réalimenter le sujet en fonction des réunions qu'ils ont, des rencontres, etc., bon, j'ai l'honnêteté de vous dire, hein, je ne vais pas dire que vous passez à autre chose, mais voilà, l'actualité était assez intense. Enfin, en plus, moi je rappellerai, alors c'est pas tout à fait début 2022, mais c'est plutôt 2023. Dans le Gard, il y avait quelques sujets de sécurité. Alors certains communs à tout le monde, hein, c'était quand même les émeutes de 2023. Et puis il y avait quelques sujets particuliers sur le département du Gard. Plus une visite du président de la République. Juste si vous me permettez, ce qui me questionne dans votre réponse, pour partager aussi mon sentiment, c'est que lorsque je vous demande si vous auriez fait un article 40, vous me dites, même a posteriori, compte tenu du fait que c'était des questions, si je résume tel que je le lis, compte tenu du fait que c'était des questions de tromperie, je ne l'aurais pas fait. Non. Et j'aurais fait la mise en demeure. Oui. Mais du coup, moi, ça me questionne sur la culture administrative autour de cet article 40, parce que dans notre acception, et je crois tel qu'il est écrit d'ailleurs, c'est un article de portée générale qui s'impose, j'ai envie de dire, dès que les choses sont caractérisées. Et ma question donc par rapport à ce que vous disiez sur vos services, est-ce que dans les notes de vos services, il vous a été proposé à un moment cet article 40, d'une manière ou d'une autre, par l'ARS ou par vos différents services? Par écrit, je ne l'ai pas retrouvé. Oui. Vraisemblablement qu'on en a discuté. C'est pas pour moi une méconnaissance de l'article 40. Hein. Enfin, je le redis très clairement, moi je l'ai utilisé. Oui, non, mais dans d'autres. C'est vrai que je parle de culture administrative. J'essaie de comprendre pourquoi vous, alors que là il y a une fraude aux consommateurs qui quand même apparaît comme massive, prolongée. Alors peut-être que c'est une lecture a posteriori parce que je vois les 30 ans de fraude maintenant, mais vous avez en tout cas connaissance de cette fraude qui continue.
et vous faites le choix de ne pas aller la révéler à la justice. C'est ce point-là, moi, qui me questionne. Vous comprenez ? Oui, j'entends bien. Alors, je pense aussi, et je crois que je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'on est... Alors, je le dis, alors c'est peut-être un point d'amélioration dans les relations avec les uns et entre les administrations centrales et les services déconcentrés. On est assez loin des questions d'infraction au code de la consommation. Enfin, je le redis, peut-être, mais encore une fois. C'est important pour nous, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, enfin, quand je dis, alors, peut-être que j'ai eu des moments d'inattention quand j'ai réécouté l'audition de la directrice générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, mais autant elle a évoqué la mission de l'IGAS en disant on attend le retour de la mission de l'IGAS, les relations avec l'ARS en disant c'est de la compétence de l'ARS. C'est vrai qu'elle n'a pas évoqué la question de la préfecture et des préfectures, vous avez raison. Et le préfet. Donc ça veut dire que c'est des services, en plus de mémoire, même si les inspecteurs concurrence et consommation qui font très bien leur travail, hein, pour moi c'est pas du tout une remise en cause de leur travail, les plans de contrôle, etc., ils sont fixés au niveau national. Hein. Donc, si vous voulez, moi, je ne travaille pas avec alors, si j'ose un parallèle, ce n'est pas tout à fait le même quand même, puisque c'est un peu comme les inspecteurs du travail, quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, elle l'a très bien dit, ils ont des pouvoirs propres, y compris de relever des infractions, de saisir le procureur, etc. Et ça ne passe jamais par la préfecture. S'ils sont sympas et nous disent on va avoir un problème sur tel dossier. Moi, je l'ai connu en ricochet un peu, d'ailleurs, du coup, quand j'étais préfète de l'Allier, voilà, Saint-Yor. Voilà. Et donc, vous êtes abonné aux eaux minérales naturelles. Bah ouais. Et donc, mais ça m'a pas servi. Mais là, on était clairement. Alors, je sais plus qui est-ce qui m'avait prévenu à l'époque, c'était le procureur ou, mais je crois pas que ça soit CCRF. Mais là, je peux me tromper parce que c'est encore beaucoup plus loin. Mais ça veut dire que, en fait, alors peut-être que j'aurais dû le faire aussi, hein. Mais honnêtement, je me souviens pas l'avoir lu, mais je l'ai relu là dans la note que j'ai de la visite qui rend compte de la visite du 29 novembre. Certainement qu'on en a parlé, mais certainement aussi qu'en l'état actuel des choses, on avait présent à l'esprit, et ça je le redis, le fait que Perrier à Vergès, c'est aussi 1000 emplois. Alors j'en viens là-dessus, s'il vous plaît, parce que je pense que c'est un point intéressant. Par rapport à ce que nous... C'est une donnée... Bien sûr, évidemment. C'est une donnée qu'on a... Je veux dire, si j'avais dit, on arrête toute l'exploitation de Vergès... C'est entendu. Ce point entendu. Juste pour vous dire, nous, notre compréhension, et c'est là qu'on a aussi une question aussi qui a émergé et qui ressort de ce point-là. Nous, quand Nestlé nous décrit la situation à Vergès, mais ça, vous avez évoqué la notion de chantage à l'emploi, donc c'est aussi important de voir comment les choses vous ont été présentées par Nestlé. Nous, quand on discute avec Nestlé, on a plutôt l'impression d'un pays de cocagne, c'est-à-dire une activité florissante, une marque milliardaire, des emplois créés et nouveaux. Et donc, on ne nous a jamais présenté la situation comme étant d'une manière ou d'une autre en danger. Par ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une modalité que vous avez d'ailleurs vous-même utilisée avec la question de Maison Perrier, qui n'était pas la fermeture, mais qui était la question du déclassement de ces eaux minérales naturelles. Et donc, qu'est-ce qui, à un moment, a fait, en effet, vu de notre fenêtre, pendant des années, il se passe du temps sans que l'État ne mette en demeure, sans que l'État ne dise à Perrier que s'il n'avance pas, parce que vous disiez dans l'instruction, ils prennent leur temps pour gagner du temps, pour donner du temps au temps. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne cherche pas à faire cesser cette infraction par la question du déclassement de ces eaux minérales, qui ne signifie pas l'arrêt de la production, qui signifie que vous n'avez plus le droit d'écrire que c'est de l'eau minérale naturelle, car, mesdames et messieurs, ça n'en est plus. Et ça, c'est une question que nous avons et que je vous pose. Est-ce que cette question du déclassement, vous voulez être posée avant que Nestlé lui-même ne vous la propose, en fait, dans le cadre de la question de Maison Perrier? Alors, dans les relations que j'ai eues avec Nestlé, comme j'ai eues avec d'autres grandes entreprises, hein, parce que la chance du Gard, c'est d'avoir aussi d'autres très grandes entreprises sur son territoire, on n'a jamais n'a été évoquée la question de plan de sauvegarde de l'emploi ou autre. C'est-à-dire qu'on était passé la période, alors que moi, évidemment, je n'ai pas connu les années 90 où il y avait eu un sujet avec les exportations aux États-Unis.
on n'a jamais eu ce type de discussion, puisque quand moi je suis arrivée, bon, déjà ils avaient un plan, ça la question m'a été posée dans le questionnaire, donc je l'ai un petit peu détaillé, un plan d'investissement qui était assez conséquent, donc de mémoire de 200 millions d'euros, et qui visait à doubler la production du nombre de cols, alors qui effectivement avec la période de crise sanitaire n'a pas été dans son aboutissement. Donc j'ai envie de dire, sur Perrier, quand a émergé ce sujet de non-conformité des traitements, on n'était pas, à la différence, je le redis, puisque j'ai relu un certain nombre de choses des Vosges, on n'était pas dans une réduction d'emploi, on était plutôt dans de l'investissement qui effectivement était de nature à conforter le site. Hein, donc ça, je le redis très clairement. Après, quand vous découvrez ce sujet d'infraction sur les traitements, en tant que préfet, donc oui, vous constatez ça, mais le directeur général de l'ARS, d'ailleurs, il l'a écrit, c'est écrit dans un certain nombre de ses mails et il l'a dit à plusieurs reprises, on est sur des sujets où, je le redis, la sécurité sanitaire n'est pas remise en cause. Encore une fois, si j'avais eu le moindre soupçon d'un risque avéré pour les consommateurs, pour leur santé, je n'aurais pas eu d'état d'âme. J'entends, mais juste avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui, si vous disiez que la possibilité était ouverte du déclassement pour faire cesser une infraction aux droits du consommateur, est-ce que vous diriez que c'est une option qu'il faut envisager sérieusement, compte tenu du fait que ça n'empêche pas la poursuite de l'activité économique, mais que ça restaure le consommateur dans ses droits de savoir ce qu'il achète oui. Et qu'il a le droit d'acheter c'est bien pour de l'eau ça traitée, mais que ce n'est pas la même chose que d'acheter oui. de l'eau minérale naturelle et qui est payée à ce prix. C'est bien pour cela qu'avec le recul, si on devait refaire les choses, c'est ce que je vous ai dit, à partir du moment où avec le bleu de Matignon, on avait, par rapport à la microfiltration, j'allais dire la possibilité de les conserver pour une microfiltration inférieure à 0,8 microns, c'est là que j'aurais dû le faire, j'aurais dû officiellement, ce que je n'ai pas fait, signifier à Perrier que les autres dispositifs qui étaient utilisés, à l'exception du marché des États-Unis, qui représente la moitié de la production de mémoire, j'aurais dû les mettre en demeure en leur disant, à partir de ce moment-là, vous devez retirer l'ensemble. Et l'expérience montre que, alors j'en ai pas gardé, mais je l'ai relu, que dans les discussions que les services ont pu avoir, ils disaient que ça allait prendre du temps, etc. Et dans les derniers échanges qu'on a eus, et notamment dans leur lettre du 28 juin, ils disaient en 15 jours, on peut le retirer. Donc c'est là où, effectivement, je pense que personnellement, j'ai mal apprécié les choses, donc je le dis. Et je pense qu'à partir du moment où on a su qu'il y avait ce sujet, donc je le redis, hein, début novembre, et avec ce compte-rendu fait le 12 décembre par le directeur général de l'ARS, on avait la certitude, effectivement, qu'il y avait une infraction au dispositif, notamment sur la qualification de minéral naturel, puisque étaient utilisés des mécanismes qui étaient interdits. Et donc oui, effectivement, alors peut-être que c'est à ce moment-là que j'aurais dû le faire, mais certainement de toute façon après la réception du bleu de Matignon. Alors, et du coup, par rapport à l'article 40, si effectivement il n'avait pas été répondu aux injonctions, peut-être qu'on serait allé à l'article 40. Peut-être. Après, moi, je ne peux pas... Oui, bien sûr. Dans le monde idéal, je vous dirais, je le ferais. Mais comme on n'est pas dans le monde idéal, je ne peux pas vous dire que c'est ce que j'aurais fait. Mais je pense que c'est ça. Et pour répondre à votre question... Oui. Sur le déclassement ? Sur le déclassement, on le connaissait, parce que le plan de transformation, c'était ça. En partie. Pour partie. Ouais. Et le fait pour les inviter à se mettre en régularité, à les enjoindre... C'est l'objet des réunions qu'il y a eu, et notamment, et la conclusion de dire que pour régulariser, il fallait modifier l'arrêté préfectoral. D'accord. Alors, je continue sur la question du 0,2. Oui. La microfiltration à 0,2. Après, mes collègues, évidemment, président, c'est vous qui... Oui, mais sur la question du 0,2 micron, est-ce que vous saviez, de vos échanges avec la centrale, avec l'ARS,
que le 0,2 qui vous était demandé ou demandé d'accompagner dans le cadre du plan de transformation était contraire à la réglementation en vigueur sur le 0,8 micron? Ou est-ce que vous ne le saviez pas à ce moment-là? Ou est-ce que, comme c'est dans le bleu, cette question, vous ne vous la posez pas ou elle ne vous est pas posée? Si vous voulez, pour être tout à fait honnête, je pense que tout est dit dans le compte-rendu du directeur général de l'ARS dans sa mission d'inspection qu'il a fait le 29 novembre. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'effectivement, alors il y avait les filtres, et puis j'ai lu des comptes rendus, alors j'en ai plus gardé en mémoire, où effectivement, je veux dire, quand on lit entre les lignes, on se dit que ça existe effectivement. Je veux dire, la question, elle s'est posée, parce que moi, de ce que j'ai lu, ça a été aussi une demande de Nestlé Waters auprès des cabinets ministériels. Si tel est le cas, ça veut bien dire qu'ils les utilisaient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on quitte une irrégularité pour en rentrer dans une nouvelle. Et à quel moment, est-ce que quand on rentre dans cette nouvelle irrégularité de la question des filtres à 0,2, vous-même, vous avez conscience qu'il y a un écart entre la réglementation et les recommandations de l'ANSES et la pratique de la DGS et ce qui vous est demandé d'appliquer? Moi, monsieur le rapporteur, je reçois un blot de Matignon, le cabinet du Premier ministre, de la Première ministre me demande des choses, donc le cabinet de la Première ministre me demande des choses. Hein. Très bien, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Bah, voilà. Je veux dire, je vais pas... Après, Alors, encore une fois, je pense que, je le redis, si effectivement les connaissances qu'on avait à ce moment-là sur Mais le directeur général de l'ARS l'a dit un petit peu en creux, en disant que pour des questions de sécurité sanitaire, je crois que c'est son mail du 12 décembre, effectivement, en gros, il préférait que le dispositif il reste comme il est, pour les seules questions de sécurité sanitaire, hein, pour la seule question. Encore une fois, le prisme qu'on a, nous, c'est la gestion de la sécurité des personnes. Et le risque sanitaire, c'est une question, je veux dire, on a fermé des restaurants, des choses comme ça, parce qu'on sait que c'est un problème de santé pour les gens. Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, le manque d'information du consommateur, mais dans les hiérarchies qu'on fait, on ne prête pas forcément, je le dis, hein, la même attention que quand on vous dit « attention, vous avez des lots qui sont contaminés, etc. » Et donc, là, vous avez des propositions de destruction de l'eau, etc. Ou vous avez des sujets de désinformation. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais sur ce volet-là, juste pour que vous ayez aussi cette vision-là, parce que nous, on a la question sanitaire qui a pu se poser. Nous, ce qui nous a interpellés dans le Gard, ce n'est pas le cas de ce qui s'est passé dans le Grand Est. Dans le Grand Est, lorsque les tromperies ont été révélées, que les dispositifs ont été enlevés, qu'ils ont été remplacés par dispositifs moins efficaces de microfiltration, il y a eu un contrôle sanitaire renforcé qui a été mis en place par les autorités. Dans votre cas, on est resté pendant un temps assez long sur de l'autocontrôle de l'industriel qui avait triché. Et ça nous interpelle sur la prise en compte de cette réalité de la fraude chez l'industriel qui peut frauder sur un sujet, peut frauder sur un autre, d'autant qu'il retranche des filtres à l'émergence. Et donc c'est bien qu'à l'émergence, d'ailleurs des puits ont été fermés, donc il y avait des problèmes à l'émergence, et que ce qui nous interpelle d'un point de vue sanitaire, heureusement le risque ne s'est pas matérialisé, c'est que l'État a laissé à l'industriel la responsabilité de l'autocontrôle au lieu de mettre en place, ce qui a été le cas dans le Grand Est, un contrôle renforcé. Voilà, donc pour le point sanitaire, nous avons aussi cette question-là finalement qui s'est posée et qui se pose à nous dans le Gard, mais c'est plus une question pour le coup aussi, même si en dernier ressort là vous revient, c'est une question qu'on a aussi évoquée, vous le savez, avec l'ARS lorsqu'elle est venue, devant nous. Peut-être une dernière question avant de rendre la parole au président, c'est la question des délais. Oui. Vous avez évoqué les délais. Ce que nous observons, et ce qui est plus difficilement compréhensible, c'est que lorsque nous sommes sur la question de Maison Perrier, les choses avancent très vite. C'est-à-dire que l'autorisation qui est donnée à l'industriel pour exploiter Maison Perrier, je n'ai pas la donnée ici, mais je crois qu'on est dans l'ordre de quelques mois pour qu'il puisse faire ce passage vers l'exploitation en eau de boisson d'une partie de sa production. Et lorsqu'il s'agit de modifier l'arrêté préfectoral pour le 0,2,
alors qu'on a un problème de principe de légalité, on a une très longue période qui se met en place. Voilà. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, mais voilà, on voit que lorsque l'industriel est volontaire, ça va très vite, et lorsqu'il n'a pas envie, il prend le temps. Quelque part, l'impression que nous avons en commission, c'est qu'il prend le temps qu'il veut pour régler sa situation. Je pense que c'est certainement vrai. Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les dossiers complets, lorsque c'est de faire évoluer une autorisation, on ne les a pas forcément dans l'immédiateté. Voilà. Après, comme on est sur les périodes entre mon départ et la prise de fonction de mon successeur, moi je ne suis pas capable de dire à quel moment ça s'est fait. Après, vraisemblablement aussi, c'est ce qu'on indiquait, la transformation, alors ils étaient très pressés de le faire, il ne faut pas non plus nier les choses, et puis comme voilà, c'était aussi une façon pour nous de les garder sur Vergès. Je pense que ça a été peut-être un des éléments, et que c'est plus facile de déclasser que de donner des autorisations. Voilà. Et parce que se posait aussi, alors c'était moins par rapport à cette transformation, je le redis quand même, puisque les interrogations, là, à mon avis, vont continuer, sur la capacité de la nappe à supporter des augmentations de croissance. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, fondamentalement, est un point de vigilance qu'on a essayé d'avoir tous ensemble avec la DDTM, et c'est un point qui, de toute façon, va perdurer. Que nos collègues ont des questions. En attendant, j'aurais 2 questions à vous poser, Madame la Préfète. La même question que j'ai posée à tous les représentants de l'État dans quelques départements que ce soit. Est-ce que vous avez visité le site industriel de Perrier et à quelle occasion? Et la deuxième question, avec votre successeur, en principe on échange sur divers dossiers, est-ce que lors de votre échange, qui je crois a dû être téléphonique d'après ce qu'en avait dit le préfet Bonnet, est-ce que c'est un des sujets que vous avez évoqué avec lui? Alors, j'ai visité Perrier, comme j'ai visité beaucoup d'entreprises du département, des petites, des grandes. Donc oui, j'ai visité Perrier. Je pose la question parce que certains de vos collègues n'ont pas visité les sites industriels, donc ça, c'est pas grave. Pour détendre l'atmosphère, la fabrication des fraises Tagada d'Haribo à Uzès. Royal Canin, Royal Canin, Éminence peut-être. Oui, Éminence, voilà, etc. Donc quelques Sanofi. Non, il faut reconnaître que la préfète était Sanofi, préfète de terrain. Donc voilà. Sanofi qui avait eu un... Voilà, donc il y a... Marcoule. Oui, Marcoule aussi, puisque c'est dans le cadre de l'industrie nucléaire, c'est un site qui effectivement est important. Oui, d'ailleurs, donc pour répondre à votre deuxième question, Monsieur le Président, oui, traditionnellement, on a un entretien téléphonique, parfois plusieurs, avec les successeurs. Et oui, on a évoqué le sujet de Perrier parce que c'est un sujet que j'ai quasiment traité personnellement. Et donc, comme évidemment, je pensais bien qu'il y aurait une suite, au moins dans le suivi administratif, les choses comme ça. J'étais évidemment pas devin pour savoir ce qui allait se passer ensuite. Oui, c'est un des sujets qu'on a évoqué parmi beaucoup d'autres. Merci pour vos réponses. Je crois que Monsieur le rapporteur avait une dernière question. Oui, juste une dernière question, une précision sur la fin de votre parcours dans le Gard. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'à la suite du courrier du 28 juin, vous aviez présidé une réunion au cours de laquelle vous aviez constaté la nécessité de réviser tous les arrêtés préfectoraux. À quelle date a eu lieu cette réunion et est-ce que Nestlé était présent à cette réunion? Oui, c'était une réunion avec Nestlé, mais en fait, il y avait eu plusieurs réunions techniques avant, okay. Donc ils le savaient. Ils le savaient, c'est-à-dire oui. Ils étaient au courant qu'il fallait qu'ils déposent des dossiers de révision. Donc, si vous voulez, en règle générale... Alors, moi, honnêtement, pour être honnête, je ne me souvenais plus avoir présidé cette réunion, donc comme quoi on fait des choses qu'on oublie. Mais c'est pour s'assurer, et puis je voulais certainement aussi m'assurer, comme je savais que j'allais partir, qu'au moins sur cette étape-là, on était bien tous en phase. La date, vous l'avez, la date de cette réunion que vous avez présidée, vous pouvez la redonner 24 juillet. 24 juillet, pardon. Je crois que c'est 24 juillet.
Il me semble que j'ai dû transmettre dans les documents, j'ai dû transmettre... En fait, j'ai retrouvé, enfin, plus exactement, c'est pas que j'ai retrouvé, c'est que l'ARS Occitanie m'a retransmis des mails, parce que moi, j'ai rien conservé, donc je pouvais plus les avoir, et me transmettant un point de situation qui est quand même assez clair, et le projet de réponse, donc, qui est la lettre que j'ai signée le 28 juillet. Et pardon, et juste un dernier point, c'est, je finis par là où vous avez commencé, en disant que vous n'en parliez pas, donc je vous pose la question quand même, sur la problématique des volumes prélevés. Est-ce que vous avez des éléments que vous voulez porter à l'attention de la commission sur cette question ? Ce que je peux dire, c'est que mon prédécesseur, donc du coup c'est des dossiers quand même mon prédécesseur avait signé un arrêté préfectoral qui notamment engageait Perrier à diminuer les volumes prélevés. Juste pour les membres, excusez-moi de recouper Madame la Préfète, pour les membres, le préfet Loga, parce que moi je crois que c'est pour... Comme on n'est que deux gardois autour de la table, pour que les autres comprennent mieux, voilà. Il y avait deux choses, et l'un des moyens de faire baisser, parce qu'il y a deux types de, alors de mémoire, hein, vous avez deux types de prélèvements, si je le fais en synthétique, les prélèvements qui sont les prélèvements au minéral naturel, ceux dont on vient de parler, et les prélèvements d'eau, donc qui ne sont pas classifiés de cette façon-là, et qui servaient à gazéifier et donc du coup il y avait une diminution de l'utilisation de l'eau pour gazéifier l'eau minérale naturelle et plutôt l'apport de gazéification, alors ne me demandez pas comment, par des moyens industriels. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme l'ensemble des entreprises du Gard, alors peut-être du coup de ce que j'ai pu lire parfois à la différence d'autres régions, hein, donc on n'est parfois pas forcément les plus mauvais. Perrier était assujetti aux restrictions lorsqu'il y avait les arrêtés dits arrêtés sécheresse. Et donc était contraint de diminuer ses prélèvements. Et ça, c'était l'unité interdépartementale DREAL qui était chargée de veiller à ce respect, puisqu'on est passé quand même assez régulièrement en vigilance renforcée pour ce qui concerne le Gard. Donc sur ce côté-là, je pense, alors je ne vais pas dire qu'on était excellent, mais je pense qu'on n'était pas mauvais. Et mes premières réunions avec Perrier étaient sur ces sujets-là. Vous avez terminé, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, pas de questions. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Écoutez, madame la préfète, je n'ai plus qu'à vous remercier pour cette audition où, j'allais dire, franche, directe, telle que je vous ai connue en tant que préfète du Gard pendant quelques années, et j'allais dire également proche des élus et proche du terrain. Je vous en remercie beaucoup, madame la préfète, et puis dire à nos collègues qu'on se retrouvera à 16h30 pour auditionner un ancien préfet, mais on va changer de département, on retourne dans les Vosges avec l'audition de Yves Segui. Alors faites attention, la salle, surtout monsieur le rapporteur, et la salle, c'est la salle Médicis. Donc à tout à l'heure. Au revoir. Et comme je suis sympa, je vous laisse un peu de soleil avant de redescendre à Marseille.